Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur 90 minutes au Bénin. L'information a été relayée par la plupart des canards parus ce lundi 14 septembre 2020. Des partis politiques retrouvent au Bénin leur bonne santé financière, de quoi participer activement à l'animation de la vie politique nationale. C'est une étape décisive dans l'effectivité de la loi 2019 qui porte financement des partis politiques au Bénin, des conditions clairement définies par le décret et que les partis bénéficiaires doivent remplir en tenant compte des données électorales. Mais à la fin, ce financement va-t-il contribuer à élever de façon qualitative le niveau des débats, ou alors peut-on en attendre, que peut-on attendre en termes d'animation de la vie politique de la part des partis politiques éligibles? Question à mes débatteurs du jour. Arnaud Doumaron, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Eman, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc dans les 30 premières minutes de cette émission. Les analyses porteront également sur la première session ordinaire 2020 de la rencontre gouvernement central et confédération syndicale. Peut-on y voir au-delà des dispositions classiques habituelles pour une rentrée effective, une volonté du gouvernement d'obtenir l'accompagnement des partenaires sociaux sur la question, beaucoup d'encre et de salive, surtout que des partenaires parlent désormais d'une seule voix réunis dans un creuset. Bonsoir et bienvenue à chacun autour de ce plateau. 90 minutes au Bénin, c'est la trame du jour. Nous sommes lundi 14 septembre et c'est parti avec les unes de la presse. On démarre par le quotidien La Nation, réforme dans le secteur de la santé. L'Ordre national des médecins salue les avancées notées. Électrification rurale, 4 nouvelles localités de Lemay électrifiées, puis négociation gouvernement-syndicat. Les préalables pour une rentrée 2020-2021 apaisée. Bénin, intelligent, inondation à Djougou, des vies et des champs en détresse. Rentrée scolaire 2019-2020, les vœux des confédérations syndicales. On passe au quotidien Le Télégramme, kidnapping à Touy dans les collines. Les otages libérés et un ravisseur arrêté par la police républicaine. Le film de l'enlèvement financement des partis politiques au Bénin. 1,5 milliard décaissés. Matin Livre, parti BR, l'organisation des femmes républicaines naît. Et puis, problématique du parrainage, les inquiétudes de Saka Saleh, un groupe de femmes plaide pour sa suppression. Le Soleil Bénin Info, mis sur les fonds baptismaux de l'organisation des femmes républicaines. Alimatou Badarou, aux commandes de l'OFR et puis financement des partis politiques. Patrice Talon l'a fait. Libération, animation de la vie publique, regain d'activité des partis politiques, les 1,5 milliard boostent les activités politiques et puis amélioration du dispositif des cours en ligne. Le gouvernement décaisse bientôt 147 millions. La priorité, financement des partis politiques, Talon renvoie les politiciens à leurs devoirs. Et puis animation de la vie publique politique nationale, l'OFR porté sur les fonds baptismaux. Le matin, après le décret sur le financement public des partis politiques au Bénin, le chef de file de l'opposition nommé bientôt. Et puis négociation gouvernement central et confédération syndicale pour une année scolaire apaisée. On finit par le quotidien Maison Fraternité. Fonds publics alloués aux partis politiques, une contrainte pour l'union du souci pour les partis individus. Le Bloc républicain renforce sa base. L'OFR pour porter les femmes au devant de la scène politique. Et puis naissance du Front d'action pour la continuité, fruit d'un symposium parrainé par Salimane Karimou à Sakété. Harcèlement sexuel, la gente féminine face à la loi de l'Omerta. En vérité, signé Moïse Dosoumou, la manne des partis. Et puis Afrima 2020, Faniko et Zénab nominés. Voilà donc pour ce qui est des journaux que nous avons sélectionnés pour vous ce lundi 14 septembre. C'est parti pour le duel. C'est vrai, le sujet n'était pas prévu pour ce duel, mais on va rapidement suivre cette vidéo de personnes kidnappées. On suit ça et puis on revient pour prendre quelques interventions sur le plateau. On s'apprêtait pour une mission à Farakou. Arrivé à Clibor, il y a une déviation tout juste après Clibor. On était à 19h35.
On est rentré dans la déviation. Un instant après, on a entendu bon. Ils ont déjà tiré sur l'autorité qui est derrière le véhicule. Et ça a pris part entre l'assistant et l'autorité. Par la suite, on a dit non, c'est notre pneu. Et j'ai dit, ah patron, non, c'est les trucs là, les braqueurs. Il a dit oui, comment on va faire? Moi je voulais passer là-dessus. Quand l'autorité a dit non, pas doucement, arrête, payons. Et là, ils se sont déjà entourés de mon véhicule, bougeaient ma portière pour l'ouvrir à force. Mon patron m'a dit non, débloque ça. J'ai débloqué, ils m'ont tiré. Comme ils ont fui, ils n'ont rien vu là, seulement, allez, ils m'ont tiré avec force. Et tiré, mais ils m'ont emballé dans la brousse en face en même temps. Par la suite, là, l'assistant derrière moi. Donc on m'a dit, allez, continuez. L'autre me forçait. Et l'autre aussi forçait l'assistant de l'autre côté. Et 2 personnes ont entouré mon patron. Et nous sommes rentrés dans la brousse comme ça. C'est-à-dire, on ne comprenait plus là où on va. Dans les trous, on tombe, on se lève avec leur coup de pied et autres là. C'est parce que du lundi soir là, c'est ce matin à 2h, ils nous ont lâchés. Après menace 100 millions, après 100 millions c'est 50 millions, après 50 millions. C'est eux même qui disent ce qu'ils veulent, ils donnent 100 millions, on n'a rien dit. Après ils ont dit d'aller dire pour qu'ils nous amènent, pour qu'ils les amènent 50 millions. Par la suite là, c'est 30 millions. Ça là, c'est en ce moment on a informé notre ministre. Et c'est sur mon portable, il faut tout ça là, le ministre a vu le numéro, il a pris. En ce moment-là, il voulait me tuer moi, après les bagarres et autres là, que si l'argent ne vient pas là, on va finir avec moi. Avant d'aller sur l'assistance, le ministre a appelé, ils ont entendu la part du ministre, ils ont dit d'accord, bon, on attend 30 000 pour livrer vos amis. Hein. Mais si l'argent ne vient pas là, on va finir avec eux et indiquer là où se trouvent nos cadavres. Et vous allez venir ramasser, ils ont dit ça au nez du ministre. Jusqu'à hier, on continuait de négocier avec eux pour pouvoir prendre suffisamment d'informations sur leur position. Ce qu'on a fait, et c'est ça qui a permis donc d'avoir suffisamment d'informations sur eux, même sur des gens proches d'eux, qui nous a permis donc d'interpeller leurs proches et d'exiger la libération de ces personnes-là, sans quoi nous-mêmes, nous allons mettre en exécution nos menaces sur leurs proches. Sentant aussitôt la vie de leurs très proches, la vie des épouses, des pères, de tout ça, là, menacés, ils ont été obligés de les relâcher. Ce que je voudrais dire, ça ne va pas rester impuni. À l'heure où je vous parle, les ratissages continuent pour que tous ceux qui sont proches d'eux soient enlevés, le temps qu'eux-mêmes soient obligés de sortir. Je voudrais vraiment remercier l'Éternel. C'est vrai, nous avons fait ce que nous avons fait, mais si sans la bénédiction de Dieu, rien ne pouvait marcher. Remercier ces personnes, témoigner toute notre compassion à eux, à leurs proches. Et bien voilà, ça ne va pas rester impuni. Propos du préfet par intérim des collines. Hein. Écoutons, ça ne restera pas impuni. Finalement, ça devient monnaie courante désormais au Bénin. Ouais, c'est quand même malheureux. Et bizarrement, ce jour-là, j'ai pris part là. Pratiquement la même heure. Moi, j'ai pris part à la déviation aux environs de 20h, puisque moi, je suis arrivé à Parakou autour de 21h. Donc, j'ai pris part là aux environs de 20h. C'est arrivé à Parakou que moi, je me suis connecté. J'ai commencé par lire. Mais heureusement, on a pris par là tout à l'heure, avec un véhicule aussi de l'État, puisque aussi on était en mission. Malheureusement, on n'a rien eu. Donc, je crois même que c'était de la blague, mais c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était une réalité et que des gens ont été kidnappés. Mais c'est malheureux parce que ce n'est pas des faits qu'on avait l'habitude de voir au Bénin ou bien d'apprendre au Bénin. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce qui peut pousser les gens à agir de la sorte. Parce que si c'était braqueurs qui voulaient de l'argent, si dans la voiture trouve de l'argent, ils vont prendre. S'il faut rien, ils vont prendre de l'argent, mais prendre les gens et exiger une rançon, ce n'était pas monnaie courante au Bénin, c'est arrivé. Les forces de sécurité doivent redoubler d'ardeur. C'est une zone qui est habituellement réputée de forte insécurité parce que c'est une zone vraiment difficile à maîtriser.
et puis les déviations pris par là. Ça fait que nous, au retour, on a dû briser donc les barrières en quelque sorte pour ne pas prendre la déviation. Vous n'avez pas pris le risque de passer par les déviations pour faire... Ce n'était pas la nuit, c'était en pleine journée, mais on essayait de négocier avec ceux qui étaient... La voie en chantier en fait. Oui. De négocier avec les entrepreneurs pour chaque fois briser la barrière jusqu'à aller. Mais il faudrait que, comme le préfet l'a dit, que la sécurité soit renforcée à ce niveau-là. Mais décourager surtout les auteurs. Oui, avant de venir un peu à ce qu'on pourrait faire pour décourager les auteurs, oui, Arnaud, sur cette question, une rançon, des ravisseurs, des otages, finalement, le Bénin devient quoi? Je crois que c'est très grave, c'est très grave. Et puis, l'affaire des rançons, généralement, c'est dans les grands pays qu'on voit ça. C'est-à-dire qu'un petit pays comme le Bénin, tu vas demander rançon et te cacher où on ne va pas te trouver. Ouais, je ne sais pas. 30 millions, 30 millions dans ce petit pays-là, on ne va pas te trouver. Tu demandes rançon qui est au Bénin. Je crois que c'est trop osé, c'est trop osé. Et il faut véritablement décourager ces actes-là. Vous avez entendu le préfet tout à l'heure, que chez nous, tout le monde se connaît. Même le tout-puissant qui menaçait l'armée et qui disait que bon, que lui attend les forces, les militaires au nord. On parle du général Faletti. Le général Faletti, vous avez vu que rapidement, il a été maîtrisé. Nous ne sommes pas dans un pays où il y a assez d'espace pour que chacun se mette à dire bon, je suis en mesure de poser tel acte et de me réfugier quelque part. Et puis tout le monde connaît tout le monde au Bénin, pratiquement. Donc je crois qu'il faut que les gens de plus en plus... je ne sais pas, sans raison garder, même quand on est bandit, quand même, il y a des limites à ne pas faire. Il y a des limites à tout banditisme. Même dans le banditisme, il y a des limites. Ce à quoi nous sommes habitués, Félicien le disait tantôt, c'est que parfois, on arrête les gens, on dépouille ceux qui sont dans le véhicule, et puis on laisse les gens partir. Oui. Et puis on laisse les gens partir. Là, on sait que généralement, ça arrive, c'est pas souhaitable, mais ça arrive bien souvent. Mais qu'aujourd'hui, qu'on commence à enlever des gens et qu'on exige de l'argent contre leur vie, je crois que c'est vraiment déplorable. Et que justement, cela remet sur tapis la question de la sécurité. La question de la sécurité, on doit repenser cette question-là. Vous avez constaté que sous Parti Salon, on a mis ensemble les forces de police et de gendarmerie. Et si nous mettons ensemble les forces de police et de gendarmerie, et que nous sommes aujourd'hui à ce résultat-là, est-ce que cette réforme-là a véritablement marché? Ou bien, est-ce que ce sont les militaires? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire peut-être le recours militaire pour davantage assurer la sécurité des Béninois? Si à l'intérieur, c'est-à-dire sur le territoire national, nous ne sommes pas déjà en sécurité à l'extérieur du pays, parce que c'est ça le sentiment de nation. À n'importe quel endroit de la planète, lorsque tu es béninois, tu dois te sentir en sécurité. Ton pays va te sentir obligé de te protéger. Tout à fait. Et donc déjà, si à l'intérieur sur le territoire national, nous ne sommes pas en sécurité sur le territoire national, ça veut dire que ça pose un véritable problème. Alors là, donc, je ne sais pas, c'est pourquoi il parle de la coalition de la presse républicaine qui compose... Est-ce qu'on peut donc déjà tirer une première conclusion comme quoi la réforme est un peu en cause? Police républicaine, ou alors il faut juste revoir les pions à ce niveau? Ce serait trop tôt de commencer par dire que la réforme est en difficulté, parce que, vous savez, la force unique de sécurité intérieure que le gouvernement a eu à créer, c'est-à-dire la police républicaine, était pour régler un problème d'abord de rationalisation des ressources, aussi bien financières qu'humaines, parce qu'il fallait donner des ressources à la police nationale à part, à la gendarmerie à part, et puis ensuite, les moyens également, il faut les rationaliser, et puis les mettre ensemble pour que les stratégies soient, pour qu'il y ait une synergie d'action, en fait, c'était ça, en fait. Maintenant, je pense que la zone, comme je le disais tout à l'heure, c'est une zone un peu sensible. Ce qu'il faut faire, c'est que les forces de sécurité, je sais qu'elles le font déjà, collaborent davantage avec les populations. Vous savez, c'est une zone où il y a les chasseurs qui sont là, des redoutables chasseurs qui sont bien et qui ont quand même l'arsenal et tout ce qu'il faut pour combattre de pareilles choses. Donc, c'est de collaborer avec eux. Parce que si la population n'avait pas été associée, vous avez suivi le préfet qui a dit qu'il a fallu qu'on identifie les gens et qu'on interpelle des proches de leur famille. Pour que maintenant, il lâche à faire pour pouvoir libérer les gens. Donc, il faut qu'on collabore avec la population. Ça veut bien dire qu'on peut bien les prendre, ces individus. Une fois qu'on a identifié leurs parents, ça veut dire que... Leurs parents, ils sont en fuite, le préfet a dit. Donc, il faudrait que même ils puissent se rendre. Sinon, c'est clair qu'ils vont passer à l'acte. Mais il faudrait que les chasseurs, les populations de la zone soient mises à contribution. Oui, Arnaud, on va finir sur le sujet. Oui, sur le sujet. C'est qu'au-delà de la question de la rationalisation des ressources,
dans le cadre de la mise ensemble des forces de police et de gendarmerie, la principale raison, c'était la question des renseignements. Parce qu'on avait constaté que la police, ça faisait des renseignements, ça chasse gardé, et donc la gendarmerie parallèlement, et cela ne permettait donc pas une synergie d'action pour venir à bout des hors-la-loi. Et donc, dès lors qu'on a mis la police et la gendarmerie ensemble, on s'est dit, donc, il y aura donc un partage d'informations, un partage de renseignements surtout, et donc pour davantage garantir la sécurité des Béninois. Et c'est la question, c'est de ça que je parle quand il dit, donc, même pour des zones pareilles, c'est assez sensible, où nous savons que désormais, au niveau de la police républicaine, nous avons à la fois la police et la gendarmerie, il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait une meilleure action, c'est qu'il y ait une meilleure planification de l'opérationnalisation de la sécurité des Béninois. Donc, si aujourd'hui, on constate ce genre de choses, et ça, ça devient de façon répétitive, il faut que la police républicaine se remette en cause. Parce que quand je parle de la police républicaine, je ne parle pas uniquement que de la police, je parle de la police et de la gendarmerie. Et c'est de ça que je parle en parlant de repenser, peut-être de voir les failles au niveau du système. Si nous avons expérimenté, si nous avons expérimenté déjà pendant quelques années déjà, je crois, cette réforme-là, il faut plus déjà voir quelles sont les insuffisances et où est-ce qu'il faut corriger. Ce n'est pas la première fois. Oui, c'est pas la première fois. On dirait que c'est finalement une filière. On se dit que... permettre à ces hors la loi... C'est assez mal inspiré, pratiquement, de jouer à cette mauvaise pratique-là. Vous vous retrouvez aux mains de braqueurs et on réclame de l'argent. Vous n'êtes même pas sûr que quelqu'un soit quelque part pour envoyer l'argent. Et donc, vous êtes un peu habillé là. Je venais, le chauffeur qui nous avait conduit, quand il a dit, mais c'est lui, il va demander qu'on le tue en même temps parce que lui, ses parents n'ont pas l'argent. Mais je demande 500 000, que ses parents n'en ont pas. Il lui a dit non, qu'en ce temps, l'État va s'en charger. Ah, d'accord. Et bien voilà, on retourne nos amours. Justement, je voulais parler du financement des partis politiques. Finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est acté, Arnaud Doumaron, pour ce qui est de la décision prise par le gouvernement? Oui, on peut déjà saluer que l'État finalement pense à un financement des partis politiques. Je crois que cela a manqué aux acteurs, de sorte que, bon, les philanthropes, ceux qui ont une aisance financière, arrivaient facilement à imposer leur dictat aux partis politiques. Donc, je crois que c'est en elle-même, cette réforme-là est à saluer. Et bon, le reste, ce n'est que débat politique. Oui, Félicien. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une nouvelle décision. Moi, je l'ai dit quelque part, j'ai dit que ce n'est pas une surprise, parce que ça avait déjà été prévu depuis 2018, au moment où on était en train de se battre déjà pour la réforme du système partisan. La question avait été déjà abordée, où il avait même déjà défini un quota du budget national qu'il faut allouer pour le financement des partis politiques. Il restait donc à prendre la loi. La loi a été prise en 2019 pour donc définir comment est-ce qu'il faut répartir, comment est-ce qu'il faut financer véritablement les partis, sur quelle base il faut le faire. Et c'est ça que donc, le gouvernement n'a fait que joindre l'acte à la parole. Le gouvernement est dans sa logique. La logique qui est que, mon cas dit, le gouvernement, c'est beaucoup plus le régime du président Patrice Talon. La logique est de faire en sorte que les partis politiques n'appartiennent plus à des personnes. C'est-à-dire que... À des individus. Tout à fait. Il faut aller vers l'union. Le parti, c'est vrai, peut avoir des mécènes. Mais il sera difficile pour ce parti-là d'avoir des mécènes derrière parce qu'il faut justifier les fonds. Et on a dit que la Cour des comptes va s'en mêler. Donc ça veut dire que l'argent des partis, l'argent qui va vers les partis, désormais c'est devenu de l'argent public. Donc il faudra vraiment gérer. Et donc ce n'est qu'avec ça que nous allons finir petit à petit avec l'argent qui se retrouve au cœur des élections au Bénin. Ou quand vous voulez faire l'élection, il faut prévoir porte à porte. Il y a quelque chose qu'on appelle porte à porte. Il faut qu'on finisse avec ça parce qu'on va trouver ça où? S'il n'y a pas porte à porte et que les gens ne votent pas, on va faire avec ceux qui ont voté. Et donc certaines dépenses vont diminuer. Les jeunes auront la chance de commencer par candidater désormais. Les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens, vont commencer à avoir la chance de pouvoir... Parce que les candidatures ne seront plus l'apanage des grands hommes il n'a pas l'argent pour faire la caution, il n'a pas de l'argent pour faire de la campagne. En fait, c'est le prolongement de toutes ces réformes-là qui est là. Et MLA5, le décret a été clair, ce n'est qu'une partie. C'est sûr que l'année prochaine, cela pourrait connaître donc une augmentation. Et c'est naturellement en fonction des élus, du nombre d'élus que chaque parti a. Et donc, finalement, quand on voit un peu sur la base des données électorales, on se rend compte que l'Union progressiste est en pole position. Arnaud Doumaron. Mais justement, quelle peut être la part de ce financement au relèvement du débat politique dans notre pays? Le développement du débat, je dis d'abord qu'il ne faut pas que cette manne financière d'abord aille au niveau des formations politiques et qu'on fasse déjà le dispatching
et que déjà on commence par observer. Oui, bon, nous avons tel député, si on prend tel nombre de millions, on partage chacun par ci, et puis on gère le reste entre maire élu, et puis bon, voilà, le reste, on met ça. Ça va être vraiment dommage. Et il faut également éviter que, parce que nous avons un financement public, qu'on en finisse avec la cotisation des membres. Lorsque vous êtes membre d'une formation politique, il faut donc cotiser pour le fonctionnement et la vie du parti. Il ne faut pas dire simplement que la vie du parti repose essentiellement, exclusivement sur les financements publics. Parce que le jour où vous n'avez pas les financements publics, il y aura un problème. Vous comprenez à peu près, parce qu'entre-temps, les militants n'étaient pas habitués à cotiser. Et si, je suppose, vous allez à un scrutin, vous n'avez pas obtenu des sièges, vous n'avez pas pu atteindre ce suffrage-là de 10% pour pouvoir bénéficier du financement public, alors donc, vous allez sur les activités politiques parce que vous n'aurez pas autant bénéficié du financement public. Donc, je crois que vous avez constaté également que dès lors qu'on a annoncé qu'il y a eu ce financement, les députés ont commencé par faire des sorties. Tout le monde a commencé à faire des déclarations parce que l'argent est là. Il y avait une délégation de députés dans le Nord, d'autres dans Porto-Novo. Alors qu'on observait, pendant qu'on faisait le débat. Dans le Koufo également. Pendant qu'on faisait le débat sur la présidentielle, on observait un silence plat. On observait que les partis refusaient de prendre leurs responsabilités. On observait que les gens n'étaient pas en mesure de sortir pour parler. Mais dès lors qu'on dit qu'il y a un financement des partis, je crois que tout le monde aujourd'hui, les gens sont éveillés. Je crois que c'est pas ça. On retrouve sa verve et puis on parle un peu. Je ne pense pas que c'est non, c'est la mission. C'est l'observation c'est ce que nous observons. Il faut que dès lors que nous ayons... Les gens sont sur le téléphone quand vous nous parlons du débat. J'ai fini sur ça. Nous parlons du débat. Oui. Edmond parlait du débat. Vous dites, est-ce que cela va relever le niveau du débat politique? Si aujourd'hui, nous n'avons pas le débat, ce que nous souhaitons, notamment sur les enjeux de la présidentielle, nous n'avons pas le débat, et que parce qu'on a eu financement, les gens reviennent devant de la scène pour faire débat, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas l'argent qui va susciter le débat politique. En principe, on devait déjà avoir une coïncidence, on ne sait pas. Mais on devait déjà sortir le débat politique. Non, il faut lier le débat politique au financement. Il ne faut pas qu'on essaye, d'accord, de semer de la confusion entre les partis politiques, les responsables des partis politiques et les militants à la base. Chaque parti politique a son plan d'action, a son plan d'activité. Et donc, les gens avaient déjà prévu certainement des sorties. Ne dites pas que c'est parce qu'il y a eu, par exemple, financement... C'est quand même une coïncidence, puisque ils sont sur le terrain, automatiquement on annonce le financement. Il y a, par exemple, 3 à 4 semaines, nous avons vu, par exemple, le Bloc républicain qui avait mis en place l'organisation de la jeunesse. Tout à fait. D'accord. Et le samedi dernier, ils ont fait pour les femmes. Est-ce que ça dit que c'est à cause du financement? Non, mais on fait juste le rapprochement. L'Union progressiste a lancé ses députés et autres élus sur le terrain depuis un moment pour faire le point. Peut-être qu'il n'y a pas médiatisation, il n'y a pas communication. Mais moi, je sais que moi, j'ai pris part à une séance du genre à Diakotomé il y a au moins 3 semaines. Oui, d'accord. D'accord, le financement n'était pas encore sorti. Justement, est-ce que le financement peut contribuer un peu à relever le niveau des débats? Parce que jusque-là, on n'a pas assisté à des débats. C'est la question. Comme c'est le cas ces derniers jours, puisque tout le monde descend sur le terrain, on parle aux militants, on fait le point des communales, on évolue et puis voilà. Encore que les fonds, qu'est-ce qui vous dit que les fonds sont déjà virés? C'est même pas encore réparti. Donc, pour le moment. Non, mais il y a eu le décret a été pris quand? Non, on peut toujours commencer par dépenser les fonds, parce que je sais que ça va descendre. Ces fonds qui sont arrivés vont beaucoup plus, puisque les conditions pour en bénéficier sont claires, vont beaucoup plus permettre, d'accord, aux partis de fonctionner comme cela se doit, d'accord. Le débat, effectivement, comme Arnaud même l'a dit, ça va relever effectivement le niveau du débat au niveau donc des partis politiques. Qui sont ceux qui sont effectivement membres des partis politiques? De quoi est-ce qu'on parle? En réalité, quel est le projet de chaque parti? Donc le parti doit maintenant travailler sur le terrain. Les cotisations vont toujours demeurer. Parce qu'en réalité, vous avez vu le moment auquel les élections sont déjà terminées pour le compte de 2020, avant que l'argent ne vienne. On a déjà fini les élections. S'il n'y avait pas eu cotisation, comment est-ce que le parti allait faire les élections? Donc les cotisations, naturellement, par exemple, ça fait partie des tests des statuts du parti. Le règlement intérieur et autres, c'est déjà dedans. Chaque membre, chaque militant là, a une part à payer. C'est vrai que les gens n'en étaient pas habitués, mais il faudrait les sensibiliser à le faire parce que c'est une association. Il faut payer naturellement par rapport à ça. Il faudrait aussi que ces partis puissent recruter, d'accord, de vrais gestionnaires. Il faut que l'administration, il ne faut pas qu'elle soit politisée. Nous, on comprenne vraiment des cadres
compétent pour gérer l'administration des partis politiques. Parce que l'argent de l'État, là, sinon vous allez apprendre que des chefs de partis politiques sont allés en prison. Et on va croire que c'est de l'asserment politique, on va croire que bon, parce que le chef d'État ne s'entend pas avec un chef de parti politique, alors que c'est faux. Si vous gérez mal, c'est clair, les gens vont la clé est là. Oui, la clé est là, on le sait. Justement, est-ce que vous pensez qu'avec ce financement désormais acté, ça peut créer des envies au niveau des formations politiques qui jusque-là n'ont pas encore ou ne peuvent pas bénéficier de cet appui-là? Rapidement, c'est aussi l'intérêt. C'est aussi l'intérêt parce qu'il y a des formations politiques qui ne sont pas d'envergure nationale et il y a des formations politiques qui continuent malgré ce statut-là de résister à la réforme. Je dis que c'est vrai que hier, il y avait eu quand même des regroupements. Hier, on avait eu l'Union fait la Nation, on avait eu les forces bénin émergentes. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas la dissolution du parti, du parti de base. Parce qu'il y avait des conglomérats de formations politiques. Des alliances, vous voulez dire, des alliances. Donc, lorsqu'on formait ces alliances-là, chacun gardait quand même son autonomie, son indépendance par rapport à sa formation politique. Avec la réforme du système partisan, désormais, tu dissous d'abord ton parti et tu te retournes dans le grand ensemble. Et donc, dès lors qu'on a passé cette étape, on a passé à l'autre étape. Désormais, il faut 10% pour être représentatif au plan national. Et on ramène également la question du financement. Donc, je crois que c'est des avancées qu'il faut saluer. Il faut demander donc aux formations politiques qui ont toujours du mal à se planter sur l'entente du territoire national de se mettre ensemble, de ne sert à rien, de résister et après de dire que bon, nous sommes des résistants, mais ne bénéficions pas parce que bon, c'est vrai qu'il y a un nombre limite pour bénéficier, de partis politiques pour bénéficier donc de ce financement-là. Parce qu'il faut avoir 10%. Ça veut dire que nous n'allons pas dépasser 10 partis politiques pour pouvoir bénéficier de ce financement-là. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est vrai, il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui, mais tous ne pourront pas en bénéficier. Dans tous les cas, tous ne pourront pas en bénéficier. Parce que c'est au plus 10 pour pouvoir en bénéficier. Il faut qu'on ait 10% d'abord. Est-ce que tous les partis politiques au Bénin, enfin, s'ils dépassent 10, est-ce que tous ils pourront avoir les 10%? Non. Donc, tous ne pourront pas en bénéficier. Donc, il faut travailler d'abord à lever les grands regroupements, comme Arnaud l'a dit, et puis maintenant, travailler pour avoir des élus et sortir de cette affaire de partis régionaux, partis qui est sous moi, partis qui est avec moi. Parti clanique, parti individuel. Oui, allez-y, rapidement. Oui, très rapidement, pour souhaiter également qu'on fasse la même diligence pour les organes de presse. Ah oui. Qu'on fasse la même diligence pour les organes de presse, parce que nous sommes du monde des médias et nous savons ce que nous traversons au niveau des médias depuis quelques années que le régime du nouveau départ est installé. Il faut qu'on fasse cette même diligence. Parce que autant les formations politiques participent dans l'animation de la politique, donc au renforcement de la démocratie. Autant les médias aussi jouent un rôle très important au niveau du renforcement de l'état du droit et de la démocratie. Et qu'il faut qu'on fasse au niveau à ce niveau également la même diligence. Je pense que le dernier aspect, c'est très intéressant. Ce que vous avez dit, c'est hyper intéressant. Oui, ça nous concerne puisque cordonnier sur le marché aussi. Notre métier, notre corporation, il faudrait quand même que quelque chose soit fait. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu la création d'un fonds et ça a été justifié que c'est à cause de ce fonds que le gouvernement ne met plus en place directement le fonds d'aide à la presse privée. Mais je dis d'abord, le contenu du fonds d'aide là, c'est d'abord petit. D'accord, quand on parle de la presse, il faut augmenter la cagnotte. Il faut que ce fonds ça traîne beaucoup. Et tant qu'on dit c'est la RAC, ce n'est pas normal. Pour les partis politiques, rapidement, on a taillé les journalistes une garantie n'a aucune sécurité, ce n'est pas normal. On a encore 3 minutes, on va parler de cette rencontre gouvernement-confédération centrale-syndicale. Rapidement, est-ce que les prémices d'une année scolaire apaisée, Arnaud? Oui, je crois que d'ailleurs, on n'a plus le choix. Si l'année n'est pas apaisée, je crois que soit vous vous retrouvez dans votre village, parce que vous savez ce que c'est désormais. La question de grève chez nous, donc, de toutes les façons, désormais l'année doit être apaisée. Et pour faire plus sérieux, je crois que ces rencontres quand même permettent quand même aux acteurs de se vider. Parce qu'il était à l'ouverture des travaux. J'ai remarqué quand même qu'à l'entame des débats, il y avait beaucoup de chaleur dans la salle. Et puis finalement, bon, de toute façon... ça s'est apaisé, ça s'est calmé. Oui, mais Arnaud me fait rire parce que de toute façon, l'année doit être apaisée. Vous voyez que c'est difficile de maîtriser effectivement les syndicalistes. C'est difficile de les maîtriser. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des conditions aujourd'hui pour la grève en République du Bénin qu'il ne faut pas répondre favorablement à la demande et aux revendications des travailleurs. Et je pense que je n'étais pas là, certainement que Arnaud y était, mais
Quand il parle de chaleur qui est dans la salle au début, mais c'est apaisé par la suite. Il faut absolument écouter les travailleurs, il faut absolument répondre à leur satisfaction, à leurs revendications et satisfaire cela favorablement parce que la loi est déjà prise, la grève est limitée aujourd'hui, ça rassure nous qui sommes parents d'élèves et on sait que quand la rentrée vient, il n'y a plus à faire de menaces où on dit la rentrée n'aura pas lieu ou bien la rentrée n'aura pas de... Non, il n'y a plus ça aujourd'hui. Donc le reste maintenant c'est que le gouvernement et les centrales puissent entendre, d'accord, sur la manière ou bien comment est-ce qu'il faut régler leurs problèmes, comment est-ce qu'il faut satisfaire à leurs revendications pour qu'eux-mêmes aussi, parce que les syndicalistes dont on parle, ce sont nos parents, ce sont nos frères, ce sont nos amis aussi. Ils revendiquent des choses qui concernent leur corporation. Ils ont aussi besoin de l'argent, ils ont aussi besoin de moyens, ils ont aussi besoin de travailler dans de très bonnes conditions. Et donc oui, le problème de grève est réglé, il ne peut plus parler, mais il faut quand même que prêter une oreille attentive. Que le gouvernement les écoute. Oui. Je sais que le gouvernement ne fait pas la sourde oreille, et je sais que le gouvernement va mobiliser les moyens pour satisfaire au mieux à leurs revendications. C'est donc comment le gouvernement fait pour que ces négociations avec lui, avec le gouvernement et les partenaires sociaux soient vraiment des négociations porteuses de fruits. C'est ce que nous recherchons. Ouais, c'est clair. Le gouvernement merci à vous. est à l'écoute. Merci à vous, chers débatteurs. Merci Arnaud Dumoron. Merci à vous, Félicien Fayon, d'être passé sur ce plateau. Tout de suite, on va se déplacer pour le journal télévisé.